Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un article issu du magazine Top Secret numéro 9 qui doit dater de 2003 il me semble. L'article s'appelle Denver International Airport, un étrange aéroport maçonnique, un texte de Michael Golan. L'art profane ou sacré sera toujours une représentation tautologique au service d'une allégorie mythologique, religieuse ou politique. À cet égard, l'aéroport de Denver, situé dans l'État du Colorado, à l'est des États-Unis, en est une remarquable démonstration. Dans les grands halls du gigantesque aérogare de Denver sont exposées des œuvres d'art modernes, absconses et d'étranges peintures murales grotesques au premier degré. Toutes ces représentations ésotériques, offertes à la vue de tous, sont un véritable festival de messages à l'adresse des initiés, à un tel point que l'on pourrait se demander si cet aérogare hors du commun n'est pas en réalité la chapelle Sixtine de l'art luciférien. Denver International Airport, cathédrale gnostique des temps modernes. Pour commencer, force est de constater que le plan de situation de l'aéroport présente une étrange similitude avec le cœur sacré de Jésus. Effet du hasard ou savante confusion? La disposition des grands halls de cet aérogare évoque une croix de Lorraine. Cette singulière sublimation architecturale veut-elle représenter la nef et le transept d'une cathédrale de l'ère nouvelle? En guise de flèche, cette curieuse cathédrale, sortie tout droit d'un film de science-fiction, est chapeautée de gigantesques structures en téflon. Crêtes blanches évoquant les montagnes du Colorado et les tentes des tribus Navajo qui jadis occupaient la région. Les Indiens considéraient ce territoire comme sacré. Tout comme une cathédrale, l'aéroport de Denver possède les mêmes attributs ésotériques. Deux gargouilles jaillissant de leurs valises semblent surveiller la zone de restitution des bagages. Si la rumeur est souvent le héros de la vérité, quel est alors le degré de véracité de toutes les allégations étranges qui circulent sur l'aéroport international de Denver? Un monument étrange. Toutes ces fantasmatiques histoires semblent avoir comme origine la curieuse pierre commémorative installée dans le grand hall sud de DIA. DIA est l'acronyme de Denver International Airport. Aucun aéroport au monde ne possède un tel monument. Par un message gravé à même la pierre, le public est informé que DIA a été promu nouvel aéroport du monde, cela sous l'obédience de deux plus grandes loges du Colorado et de Gadlu, G-A-D-L-U. Alors, petite parenthèse, le terme de Gadlu signifie en langage maçonnique « grand architecte de l'univers ». Ce singulier petit monument ésotérique révèle aux voyageurs de passage qu'un cartouche scellé à l'intérieur de la pierre contient des messages destinés aux Américains du futur. Le contenu du texte n'est pas connu, mais il est pour le moins étrange qu'il soit adressé à la mémoire du peuple du Colorado de 2094. Un monument commémore habituellement un événement du passé particulier, plus rarement un événement du futur à venir. À quel genre de futur événement semble faire allusion la pierre de DIA? La conclusion de cet article se proposera d'apporter un éclairage sur le sens de cette curieuse ambiguïté. Esprit d'analyse et sagacité sauront démêler la juste part de vérité dans cet écheveau d'allégations diverses relevant de la vraie fausse théorie du complot. La moindre d'entre ces théories attribuerait à DIA un rôle très important sur le plan de la sécurité-défense, alors qu'il s'agit officiellement d'un aéroport civil. Ce qui est étonnant en premier lieu, c'est de constater que personne n'a jamais été offusqué de la présence de ce monument maçonnique dans un lieu public. De perspicaces observateurs ont fait cette remarque: si le même endroit avait recelé des symboles théologiques d'une des grandes religions du monde, cela aurait certainement provoqué un scandale de la part des ligues protectrices de la laïcité. Ici, en revanche, la complicité ou du moins l'indifférence est totale. Quelques paramètres importants. La superficie de DIA est considérable, 2 fois celle de Manhattan. Une ligne de métro automatique dessert les stations qui relient les halls de l'aérogare. Située en altitude dans une région montagneuse, autrefois territoire sacré des Indiens Navajo, son éloignement de 23 miles du centre-ville de Denver est jugé excessif par les habitants de la région. On dit aussi que Federico Pena, l'ancien maire de la ville, ainsi que d'autres notables, auraient reçu de conséquentes commissions de la part d'agents de la CIA pour accorder leur aval à ce projet mégalomaniaque. La construction de cet aéroport hors du commun a été fastidieuse et s'est révélée être le plus grand chantier public de ces 20 dernières années. La phase finale d'achèvement et de mise en service a longtemps été retardée par des problèmes officiellement incriminés au système de transport des bagages. Le nouvel aéroport international de Denver a finalement ouvert le 28 février 1995, entraînant de fait la fermeture de celui de Stapleton, jugé inadapté à gérer un trafic aérien prévisionnel plus dense. Beaucoup d'observateurs stigmatisent le dépassement considérable du chantier de DIA, totalement grévé par les avenants,
alors que le budget initial était de 4,5 milliards de dollars. Certaines réflexions émanant des ouvriers d'entreprises ayant œuvré à la construction de DIA interpellent, je cite, « Assez de volume de terre a été déplacé pour égaler un tiers de la terre extraite pour réaliser le canal de Panama. » De fait, une question évidente se pose, où est passé le grand trou? DIA, base militaire camouflée en aéroport? Selon différents auteurs américains, DIA serait l'un des centres de commande constituant la trame de tout un réseau de bases militaires US reliées entre elles par des tunnels routiers et ferroviaires profonds. Il s'agit de Phil Schneider, de Richard Sauder, d'Alex Christopher et du général X, resté anonyme. Tunnels et cavités recelant de gigantesques complexes souterrains seraient réalisés au moyen de foreuses utilisant une technologie inconnue. DIA, base militaire camouflée en aéroport, la version de Phil Schneider. Phil Schneider, ingénieur géologue à la retraite, était spécialisé dans la construction des bases souterraines américaines. En 1995, il a donné une série de conférences sur ce qu'il avait découvert durant toute sa carrière. Ce qu'il a révélé était-il de nature à indisposer certaines officines militaires? En 1996, Phil Schneider était retrouvé mort à son domicile avec plusieurs cordes nouées autour de son cou. L'enquête policière a établi qu'il s'agissait d'un suicide. Les amis et inconditionnels de Phil Schneider affirment qu'il a été assassiné, leur conjecture allant de crimes crapuleux au contrat mafieux jusqu'à son exécution par les services spéciaux US. Aucun élément d'enquête nouveau n'a pu jusqu'alors étayer cette conclusion. Les enregistrements de Phil Schneider contiennent des révélations qui dépassent l'entendement. L'ingénieur fait notamment allusion aux installations souterraines de DIA et parle d'activités inavouables. Toute cette œuvre posthume, amalgame de secrets d'État non déclassés, relève de la théorie du complot paranoïaque et de la science-fiction genre X-Files. Les curieux, intéressés par une telle littérature, peuvent s'en faire une opinion sur le site apfn.org/apfn. Ils prendront également le temps d'entendre les bandes audio de ces conférences. Concrètement, Phil Schneider affirmait que 129 bases militaires souterraines étaient dissimulées à travers les États-Unis. De telles révélations, sorties tout droit d'une fiction cinématographique de ce genre, ont-elles été à l'origine de la mort prématurée de cet impudent conférencier? Aux États-Unis circule une maxime selon laquelle certaines fictions ne doivent pas être révélées de manière tapageuse en dehors des circuits médiatiques traditionnels. Je vais relire ce passage. Aux États-Unis circule une maxime selon laquelle certaines fictions ne doivent pas être révélées de manière tapageuse en dehors des circuits médiatiques traditionnels. Ce rôle serait dévolu au cinéma sous la forme de sujets folklorisés. Donc voilà, petite parenthèse, là, ici est confirmé ce que je vous disais depuis longtemps, comme quoi le gouvernement américain et par ailleurs Hollywood mettent les vérités dans leurs films et jouent la comédie aux informations nationales. Donc ils distillent bien certaines vérités dans leurs films. Hein. Ce rôle serait dévolu au cinéma sous la forme de sujets folklorisés. Je reprends l'article. Subtil stratagème constituant à brouiller dans les esprits la frontière entre l'imaginaire et le réel. Cinéma de genre et réseau internet y contribuent dans une large mesure. Comprenne qui pourra. Au cinéma, les exemples concrets foisonnent. Stargate, Fight Club, Intruders, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Independence Day, Men in Black et bien d'autres films encore jouent ce rôle. La version de Sauder. Richard Sauder développe dans son livre une théorie du secret selon laquelle le gouvernement fédéral des USA construirait des bases souterraines sous le territoire des États-Unis, cela à l'insu des citoyens américains. Ces thèses sont en parfaite redondance avec celles de Phil Schneider. Cependant, si ce dernier était directement impliqué dans la construction des complexes souterrains, il pouvait en parler en connaissance de cause. Ce n'est pas le cas de Richard Sauder, lequel tiendrait ses révélations de documents du département d'État déclassifiés auxquels il aurait eu accès. Quoi qu'il en soit, ces recherches ont eu pour résultat l'apparition d'un livre, Les bases et les tunnels, qu'est-ce que le gouvernement essaye de cacher? Sauder prétend avoir rédigé ce livre parce que, voulant précisément consulter un tel ouvrage, il ne le trouvait pas en librairie. Au fil des chapitres, l'auteur démontre l'existence de brevets officiels concernant des systèmes de tunneliers et foreuses fonctionnant au moyen d'une technologie inconnue, grâce à laquelle il serait possible de creuser plusieurs kilomètres de tunnels par jour, en fondant comme du beurre la roche la plus dure. Photos, cartes, schémas de foreuses illustrent l'ouvrage, de même que les plans du Pentagone qui révéleraient le réseau complexe de ces galeries profondes, reliant entre elles les bases militaires du gouvernement américain. Sauder explique en détail comment tout est financé par le budget noir, budget inconstitutionnel de la CIA, NSA et autres départements corrompus. À la suite de telles révélations, Richard Sauder aurait pu subir le même sort que Phil Schneider.
Il n'en a rien été à ce jour. L'auteur n'est pas un ancien militaire et cela lui retire une certaine crédibilité. Par ailleurs, la thématique de cet ouvrage est factuelle et relate des faits d'une ambiguïté fictionnelle. Sauder ne s'engage pas comme Schneider dans le domaine hasardeux de la thèse X-Files, de créatures non humaines cohabitant avec les autorités américaines dans des bases profondes en échange de technologies futuristes. Finalement, cet ouvrage qui semble relever de la désinformation révèle sans doute certaines activités inavouables du gouvernement des USA, notamment peut-être à propos de la construction de complexes de survie destinés à préserver son élite politique et militaire en prévision d'un cataclysme à venir. DIA, base militaire, témoignage. Les allégations d'un général retraité du corps des Marines apportent de nouveaux éléments permettant la reconstitution de cet inextricable puzzle. Cet homme, dont les déclarations remontent à l'année 2001, prétendait à l'époque être atteint d'un cancer. Son état lui laissant une espérance de vie d'environ 1 an, souhaitant finir ses jours tranquillement, il a préféré garder l'anonymat. Ses pairs n'auront cependant aucune difficulté à le reconnaître en lisant sa confession. En préambule, il y est inscrit « Je suis sûr qu'en écrivant cette information, cela peut avoir comme conséquence mon suicide soudain dans les prochains mois. » On ne sait depuis ce qu'est devenu cet homme. Voici ce qu'il a relaté dans son texte, traduit de l'américain en français. « Je suis un ancien général du corps des Marines, retraité aux USA. J'étais responsable de la gestion du fonctionnement quotidien du DIA. Mon devoir était avant tout d'assurer le fonctionnement de l'aéroport 24 heures sur 24 afin qu'il soit accessible en permanence en cas d'urgence nationale ou de situation grave. Le DIA était crucial en cas d'attaque nucléaire des États-Unis. Les ordres étaient clairs, ne permettre en aucun cas que l'aéroport ne tombe aux mains de l'ennemi. Toutefois, les ordres étaient très peu clairs au sujet de la désignation de l'ennemi en cas d'attaque. En ce qui me concerne, les instructions étaient formelles, ne permettre à quiconque d'accéder à l'aéroport après l'établissement d'un niveau d'alerte 1. Tout contrevenant devait être immédiatement arrêté et abattu en cas de résistance. En situation de niveau 3, secours exceptionnel, j'étais même habilité à prendre le commandement de l'aéroport et permettre seulement aux avions militaires d'atterrir. Un accès à l'aéroport n'est jamais employé, il se trouve à une extrémité lointaine de l'aérogare, en bout de piste. Cette entrée a l'apparence d'une rampe d'accès à un parking souterrain et débouche sur 2 sorties, une dans le hall principal de DIA, l'autre au niveau inférieur de l'aéroport. 8 niveaux se trouvent étagés en dessous. Le premier est à 100 mètres, sous la surface. Le complexe qu'il recèle est entouré par une ceinture de béton épais de 20 mètres. Les différents étages sont desservis par des ascenseurs et des échelles de secours. Il n'existe que 2 façons d'accéder à ces niveaux inférieurs. Le premier vient d'être mentionné, quant au second, il se trouve dans le hall principal du côté gauche. Recherchez la porte où est indiqué « Personnel seulement ». Cette porte s'ouvre automatiquement au moyen d'un badge magnétique. La plupart des personnes ne se sont jamais rendues compte que, quand j'étais aux commandes, plus de 1000 hommes de troupes étaient stationnés là, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, répartis dans plusieurs hangars entourant l'aéroport. Ces bâtiments abritent des avions de chasse et des véhicules militaires de soutien. C'est également le seul aéroport dans le pays qui est entouré d'une clôture électrique. Aucun autre ne possède un tel dispositif. Afin de pouvoir effectuer un travail de surveillance discret de DIA, nos allées et venues s'effectuaient en tenue civile sous un déguisement de touristes. Les personnels nécessaires au fonctionnement de l'aéroport en surface étaient pour la plupart soit d'ex-militaires ou des militaires détachés pour un travail civil. La main-d'œuvre quotidienne affectée aux tâches classiques de DIA n'était pas au courant de cette opération de dissimulation. En cas de situation critique, ils devaient être arrêtés et détenus dans les niveaux inférieurs. Pourquoi DIA est-il si important ? Cet aéroport est le plus facile à défendre du fait de sa position en région montagneuse, éloignée de toute zone urbaine. Ces pistes pour les avions sont soigneusement disposées et les hangars sont en surplus suffisant pour stocker jusqu'à 200 avions de chasse et de véhicules militaires de soutien. Il n'a également aucune valeur stratégique réelle en termes d'attaque nucléaire surprise. En d'autres termes, il est peu probable qu'il soit sélectionné comme cible urgente pour un ennemi. Les équipements souterrains sont d'une qualité que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont conçus pour pouvoir fonctionner même si le côté supérieur entier était nivelé par un coup direct d'armes nucléaires. La texture du sol en surface entourant le périmètre de la base a la propriété d'absorber tout impact ground zero. Un missile performant ne pourrait pénétrer la profondeur de sûreté de 100 mètres qui sépare le premier niveau des installations. Quand je suis parti, le chantier continuait toujours. Ils avaient commencé le tunnel menant au réseau souterrain énorme dans l'ensemble des USA. Je ne suis pas en mesure de faire des commentaires à propos des rumeurs concernant les fresques qui décorent les halls ainsi que sur les monuments. Tout ce que je sais, c'est que le DIA est probablement l'endroit le plus important des USA. Son coût de construction s'élève peut-être à des milliards et des milliards de dollars que les impôts des citoyens US débiteurs n'ont pas encore réglés. Et tout cela pour qui ?
pour sauver le président en cas de menace nucléaire? Vous pensez que Marine astreint au devoir de réserve, j'étais favorable à tout cela? Eh bien oui, je l'étais à l'époque. Mais maintenant, je réalise la vérité. Puisque de tels équipements existent dans l'ensemble des USA, le président aura toujours, où qu'il se trouve, la possibilité de se réfugier en lieu sûr, au lieu d'essayer d'empêcher une guerre nucléaire où approximativement 90% de la population de la planète mourra probablement.